Trisac, l'original. Du Trisac, votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde, bon on est quoi, mercredi aujourd'hui? On est mercredi, hein, le 2 octobre. La semaine passe vite quand même. Oui, c'est arrange comme mais propre. Oui, bonjour Stéphanie. Salut Ben. Puis, bonjour. On a une grosse émission aujourd'hui là, pour comprendre ce qui s'en vient. À Montréal. Tu sais, on peut même parler de ce qui se passe à Tel Aviv. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Mais ici, à Montréal, au Québec, à Sherbrooke, dans les grandes villes à Québec, comment ça va se passer le 7 octobre? Parce que c'est pas vrai qu'on va tolérer l'intolérable. D'abord, à midi, on aura François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique. Et aussi, tout de suite après, le directeur général adjoint et chef des services organisationnels du SPVM, Vincent Richer, sera avec nous. Je vous dis, Fadi Daguerre est pas au pays, est pas au Québec. Donc, c'est pas parce qu'il veut pas se présenter, c'est pas parce qu'il veut pas se prononcer, c'est parce qu'il n'est pas présent. Et aussi, on aura Julien Corona du Centre consultatif des relations juives et israéliennes vers 13h. Mais tout d'abord, hier, j'écoutais Richard Martineau et son invité Myriam Azoghi qui vit au nord de Tel Aviv. Et je pense que je vais vous faire jouer un extrait de cette entrevue et après, on va aller joindre Agnès Ziaye, qui est politologue attachée à la chaire Raoul Dandurand, Université du Québec à Montréal. D'abord, l'extrait de l'émission de Richard hier. On a vécu une soirée absolument hallucinante. J'ai un petit peu de mal à m'en remettre, je dois vous avouer, parce que on avait pris un petit peu l'habitude des tirs de roquettes du Hamas pendant toute cette année, et donc on sait, on doit se mettre à l'abri. Et là, depuis cet après-midi, ils nous prévenaient déjà de nous préparer, de pas se balader, de rester dans un endroit où on pouvait se rendre immédiatement et rapidement dans un abri. Et c'est ce qui s'est passé, mais on n'a pas pu en sortir pendant plus d'une heure de cet abri parce que ça tirait non-stop. La force de la détonation, elle est absolument hallucinante et je peux vous assurer que on n'en menait pas large, quoi. Alors, évidemment, on sait que l'Iran a lancé 200 missiles balistiques contre Israël. Et il y aurait eu un mort, un Gazaoui d'ailleurs. Puis oui, c'est vrai, il y a eu aussi des tirs de missiles en Palestine, au Liban. On sait tout ça. On a avec nous Agnès Ziaye, comme je vous ai dit tantôt. Madame Ziaye, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hier, je lisais le guide suprême de la... Moi, le guide suprême, ça me fait rire. On dirait que c'est des titres qui se trouvent dans des boîtes de céréales, dans des cornflakes. Là. Le guide suprême de la République islamique est tenu dans un lieu secret. Et là, quel était le but, selon vous, de cette attaque aux missiles sur Israël? Alors ça, c'est vraiment une attaque qu'il faut inscrire dans un contexte, dans une escalade de tension. Israël vient d'attaquer 2 figures clés. Pour rappel, Ismaël Haniyeh du Hamas, suivi de la mort de Hassan Nasrallah, Hezbollah. Si vous voulez, ces groupes sont les alliés directs de l'Iran, de la République islamique, il faudrait dire. J'aime bien faire la distinction entre l'Iran et le peuple iranien, puis le gouvernement, puis la République islamique d'Iran. Ouais. Donc, si vous voulez, le Hamas et le Hezbollah sont la continuité de la République islamique d'Iran. Le Hezbollah est une continuité de toute l'idéologie politique, mais qui géographiquement est située au Liban. À partir de ce moment, quand vous touchez des figures clés, des symboles aussi forts, évidemment, l'Iran n'avait pas le choix. D'ailleurs, on a reproché à un moment à l'Iran de garder le silence quelques jours après la mort de Hassan Nasrallah. Et si vous voulez, dans sa politique étrangère et dans le positionnement de l'Iran dans la région, l'Iran n'avait pas le choix, si vous voulez, de lancer en tout cas de donner un signe très fort. Et ces missiles qui ont été envoyés, l'Iran va jouer ici dans ce contexte, et peut-être pour la République islamique d'Iran, une fenêtre d'opportunité de jouer la clé du sauveur, et je dirais même du défenseur de la cause palestinienne. Et si vous voulez,
en défense au Hezbollah et même ultimement va jouer cette carte et une instrumentalisation pour aussi se présenter comme le défenseur du peuple libanais. Quand vous dites la continuité, là, le Hamas, le Hezbollah, la continuité du Iran, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Il faut un peu remonter dans le passé. Vous savez, quand Khomeini, donc le premier, enfin la figure emblématique de la République islamique d'Iran, qui occupait cette fameuse position que vous avez citée du guide suprême en Iran, quand c'était occupé par Khomeini et quand Khomeini va arriver au pouvoir et instaurer la République islamique d'Iran, il va prononcer une phrase qui va dire, qui résume pas mal, si vous voulez, la vision et l'objectif de ce gouvernement. Il va nous dire dès les premiers mois de l'instauration de la République islamique d'Iran, en disant ni l'Ouest ni l'Est, mais la République islamique. Ne devons pas faire, et ça c'est vraiment le discours et le propos qu'il a tenu, et il disait que la République islamique ne devait pas, cette révolution ne devait pas uniquement se faire en Iran, mais devait être exportée à l'extérieur du pays. Et on voit que 45 ans plus tard, évidemment, cette République islamique a mis en place des pions, a commencé en fait à mettre en place des alliances. Ça s'est fait graduellement sur le temps, et on vient vraiment à cette consolidation aujourd'hui de cet renforcement avec le Hamas, avec le Hezbollah, et donc ultimement, si vous voulez, cette logique de cette République islamique avait cette vision-là. Et donc, c'est pour ça que je parle de continuité, parce que si vous voulez, le Hezbollah libanais est financé, on le sait aujourd'hui, que ce soit le Hezbollah ou le Hamas, ce sont des groupes qui sont financés par la République islamique d'Iran, et non seulement en termes financiers et économiques, mais évidemment, il y a toute une idéologie et il y a toute une vision du monde partagée entre le Hamas, le Hezbollah et la République islamique. Qui sont sur la liste des organisations terroristes reconnues par le Canada. Alors, Mme Diaye, donc l'Iran utilise le Hamas et le Hezbollah pour avoir des frappes terroristes sur différents territoires. Là, en ce moment, la carte que l'Iran est en train de jouer, c'est de démontrer sa force de frappe, c'est de montrer son soutien unanime à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas. C'est vraiment dans cette logique-là qu'il faut comprendre. Et il faut aussi, si on met un peu les choses dans son contexte, toujours dans cette vision de la République islamique d'Iran et dans sa vision, et là je fais ici un clin d'œil aussi au discours du président iranien qu'on a écouté ici récemment à l'Assemblée générale des Nations Unies, dans tous les discours politiques et dans cette politique étrangère de la République islamique d'Iran, l'Iran va présenter deux ennemis majeurs. Et si c'est pas les États-Unis, c'est Israël. Si c'est pas Israël, c'est les États-Unis. Donc, si vous voulez, l'Iran a toujours présenté, et ça c'est aussi depuis l'avènement de la République islamique d'Iran, mais ça s'est un petit peu développé au fur et à mesure de la mise en place de ce régime, c'est véritablement de montrer comme Israël comme étant l'agresseur, comme étant l'ennemi numéro 1, et ça fait partie, si vous voulez, de sa politique étrangère. Je vous ramène, Mme Diaye, dans l'actualité. Hier soir, il y avait le débat, je sais pas si vous l'avez regardé, des deux aspirants vice-présidents à la course au présidentielle aux États-Unis. J.D. Vance pour le Parti républicain, puis Tim Walz pour le Parti démocrate. Et J.D. Vance disait que l'Iran qui a lancé l'attaque a reçu plus de 100 milliards de dollars en actifs débloqués grâce à l'administration de Kamala Harris. Est-ce que c'est vrai? Moi, je peux pas me prononcer sur ce genre d'hypothèse. C'est des choses qu'il faut vérifier. Mais une des choses qui fait débat en Iran, c'est un terme souvent utilisé au sein même du contexte iranien. On va parler des gouvernements de l'ombre. C'est-à-dire que ces gouvernements de l'ombre, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est dit, qui rencontre qui, quels sont les montants, si vous voulez échanger. Mais il y a d'autres hypothèses qui émergent même dans le débat au sein même de la population iranienne en disant ben voilà, ce type de gouvernement de l'ombre existe
et on ne sait pas. Le nom porte bien, si vous voulez, cette étiquette. C'est on ne sait pas exactement. Tout se fait dans l'ombre, tout se fait à huis clos, et donc ça laisse très peu de place, si vous voulez, à l'analyse, puisqu'on peut pas faire d'analyse basée sur des hypothèses ou en tout cas des choses qui n'ont pas été vérifiées. En tout cas, pour les chercheurs, c'est très difficile. Mais non, je comprends très bien votre réponse là, mais sous Obama, il y avait eu une entente avec l'Iran d'offrir des milliards de dollars pour éviter que l'Iran s'accapare d'énergie de bombes nucléaires. Et là, de l'autre côté, on dit ben la Russie est peut-être derrière l'Iran aussi pour le financement. Ça prend des sous là pour financer ces mouvements terroristes. Oui, et l'Iran a l'argent, hein. Donc prenons juste l'hypothèse que l'Iran ne reçoit pas d'argent de tierces pays et des pays occidentaux. Ouais. L'Iran aujourd'hui a une capacité de soutenir, en tout cas militairement et économiquement, et d'ailleurs il le fait depuis un certain nombre d'années. Si vous voulez, si le Hamas a été renforcé et octobre a pu être mis en place, si le Hezbollah a pu prendre une telle importance au sein de la société libanaise, évidemment la République islamique d'Iran y joue un rôle propondérant, et ça passe évidemment par un soutien militaire, économique, financier et idéologique. Avez-vous l'impression que hier, 200 missiles, aucun mort à part un Gazaoui, avez-vous l'impression que c'était, comme on dit, un show de boucan où c'est vraiment un premier pas vers un conflit armé qui risque de dégénérer? Oui, ça viendra certainement pas contribuer à la paix dans le monde, et c'est ce qui est d'autant plus étonnant, parce que si on revient sur ce fameux discours prononcé aux Nations Unies par le président iranien lui-même, il a bien prononcé dans son discours l'importance de la paix, de la sécurité. Il a parlé que la seule solution finalement, et c'est très étonnant d'entendre ces termes-là prononcés de la bouche du président de la République islamique d'Iran. Il a souligné que la seule solution à cette crise était le dialogue. Alors, en écoutant ça et en allant un peu plus loin dans son discours, il vient nous rappeler que la paix et la sécurité ne sont absolument pas possibles dans cette région et ne peuvent être garanties sans respect des droits des individus, sans équité, toute la question de la pauvreté dans la région, d'injustice, etc. Et évidemment, ils vont cibler dans un premier temps Israël comme étant finalement l'agresseur. Et dans cette logique-là, on peut aller loin, parce que l'autre hypothèse qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table, c'est qu'est-ce qui se passerait si Israël attaque l'Iran, parce que ça, c'est quelque chose qui peut être mis aussi sur la table des discussions. Si Israël attaque l'Iran, parce que depuis hier soir, aussi depuis 24 heures, il faut aussi envisager que les Iraniens n'ont pas dormi, et aussi les positions du côté iranien sont très mitigées. Vous avez d'un côté de la population iranienne qui, surtout les jeunes, qui appellent Benjamin Netanyahou oncle Netanyahou, et qui appelle l'oncle Netanyahou à cibler le guide suprême, en disant maintenant que vous avez ciblé Ismaël Haniyeh, Hassan Nasrallah, la troisième personne devrait être Khamenei. Et donc les positions sont mitigées. Il y a eu même des remerciements. On a vu énormément de vidéos circuler chez les jeunes en remerciant l'État d'Israël et en remerciant dans un premier temps, ce qui peut parfois paraître étonnant. Donc voilà. C'est important ce que vous dites, parce que là, il faut faire la part des choses entre le gouvernement, en tout cas le dictateur en Iran, et la population. Et on a oublié cette espèce de début de révolution là, provoquée par les Iraniennes. Tout ça est complètement oublié. Absolument, absolument. Et ça aussi, on peut y voir une stratégie. Vous savez, à partir du moment où on va jouer la carte de la guerre et de la menace extérieure, on va faire un peu abstraction des enjeux à l'interne sur des questions domestiques. Donc, évidemment, il faut y voir une stratégie. Et si jamais Israël attaque l'Iran, évidemment, la guerre pour cette population dans cette région va être aussi désastreuse. Des deux côtés, de toute façon, vous avez une population civile, et cette population civile va être
être malheureusement la cible, peu importe finalement qui est l'attaquant, qui est l'agresseur, qui est le défenseur. L'Iran, on sait que si il y a une attaque de la part d'Israël, la réponse de l'Iran va être imminente et assez violente. Et on peut s'imaginer qu'aussi que l'Iran, dans cette escalade de tensions, l'Iran possiblement va attaquer des bases militaires américaines dans le Golfe et bloquer le détroit d'Ormuz, qui est une voie maritime stratégique pour le pétrole mondial. OK, j'ai une question niaiseuse pour vous, Mme Ziaé, là, mais vraiment niaiseuse. Là. Préparez-vous, là. Elle est vraiment niaiseuse, ma question. Là. Qu'est-ce qu'ils ont contre le peuple israélien? C'est quoi cette obsession de la mort d'Israël, la disparition, l'extermination d'Israël? Mais d'où ça vient, cette maladie mentale? Il faut inverser. D'ailleurs, c'est pas du tout une question. C'est d'ailleurs une très bonne question. Il faut inverser les choses en disant que en fait, c'est ce qui va être déterminant dans cette politique stratégique et dans cette stratégie politique de la part de la République islamique, c'est la question de la cause palestinienne. La cause palestinienne va devenir l'étendard, le drapeau, si vous voulez, de la République islamique. La République islamique a compris une chose depuis des années, parce que je suis les discours d'un président à l'autre, et de même dans les discours officiels, on entend de plus en plus parler. La cause palestinienne va devenir la cause. C'est la cause à tout prix qu'il faut défendre, et dans cette cause palestinienne, si vous voulez, celui qui est présenté comme l'agresseur, celui qui est encore présenté une fois comme l'ennemi numéro 1, c'est l'État d'Israël. Et l'Iran a très bien compris pourquoi il fallait en fait se ranger derrière la cause palestinienne, parce que ils savent que beaucoup de personnes, d'ailleurs non seulement dans la région du Moyen-Orient, soutiennent cette cause. Dans beaucoup de pays arabes, dans beaucoup de pays arabo-musulmans, on va soutenir la cause palestinienne. D'ailleurs, on le voit aussi à travers l'Occident, beaucoup de groupes qui soutiennent la cause palestinienne. Je rentre pas dans le débat si c'est juste ou pas. La logique est la suivante, en se disant, étant donné que beaucoup de monde sont derrière la cause palestinienne, jouons cette carte du sauveur et du défenseur. De cette perspective-là, on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire que d'un côté, on va chercher la sympathie dans le monde arabo-musulman, et de l'autre côté, on va se présenter, encore une fois, comme étant le sauveur et le défenseur. Et il faut bien un ami, donc l'ennemi est Israël, et évidemment, à côté d'Israël, c'est aussi ses alliés, donc les États-Unis. Mais pour arriver à quoi? À dominer le monde, à vouloir dominer les extraterrestres, à vouloir habiter Mars, à vouloir quoi au juste? Alors l'Iran, encore une fois, je viens au discours qui a été tenu par le président iranien il y a très peu de temps. Il va nous parler en fait d'un nouvel ordre mondial. Il va nous parler d'une nouvelle ère qui va s'ouvrir. Et donc cette République islamique d'Iran se donne aujourd'hui un rôle en disant nous allons reconstruire le monde de demain. Ce qui était d'autant plus paradoxal, c'est que le président iranien va parler beaucoup des générations à venir, en disant voilà, nous devons construire les générations à venir, nous devons penser à l'avenir des générations à venir, en sachant qu'il y a eu énormément de répression par rapport à son propre peuple. Vous voyez, c'est le discours très paradoxal. C'est-à-dire que dans cet même État, il y a la peine de mort, il y a énormément d'arrestations arbitraires, on ne permet aucune opposition politique, mais publiquement et sur la scène internationale, on va venir parler de paix, de dignité humaine, de développement durable. Ils vont prendre, en fait, pour moi, quand j'écoutais ce discours, je me disais, à la fois l'Iran va jouer la carte de la victimisation, et en même temps, ils sont en train de si vous voulez, s'auto-approprier le vocabulaire des pays occidentaux. Et c'est certain que cette République islamique d'Iran veut jouer un rôle, ne veut pas seulement jouer un rôle dans la région du Moyen-Orient, mais la République islamique d'Iran a énormément d'ambition et souhaite en fait jouer dans la cour des grands. Et c'est quelque chose qui existait même à l'époque du Shah d'Iran, la Perse antique, la Perse des Pahlavis, l'Iran des Pahlavis. Et aujourd'hui, avec la République islamique d'Iran, on veut faire partie de la cour des grands, on veut être considéré, on veut faire du commerce, et donc ils tentent aussi d'aller vers des acteurs non étatiques. Et c'est pour ça d'ailleurs que peut être sabotée par la population iranienne, par la nouvelle génération iranienne qui veut autre chose que la domination de la femme et aussi la conquête de la planète?
Oui, absolument. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que c'est vraiment deux visions du monde qui se confrontent aujourd'hui dans la société iranienne. Vous Mhm. voyez, sur la question Israël, les territoires et la cause palestinienne, vous avez un pan de la population iranienne qui est pro-israélienne, qui sont pro-Israël. Vous avez cette jeunesse iranienne qui veut véritablement la pluralité politique. Ils ne croient plus en fait à ce discours idéologique, à ce discours avec des normes religieuses. Vous savez, l'Iran a annoncé il y a moins de 24 heures, ils annoncent la victoire, ils disent que la voie de la victoire, ça c'est les termes du guide suprême, il a clairement dit la voie de la victoire. Il a annoncé la voie de la victoire en ajoutant avec l'aide de Dieu. Aujourd'hui, ce discours-là ne peut pas, en fait, si vous voulez être compris de cette jeunesse iranienne qui est plutôt faire une forme de laïcité, c'est-à-dire que même tout ce discours idéologico-religieuse ne correspond pas à la réalité génération 2.0 Hmm. de la société iranienne. Hmm. C'est fascinant. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Je rappelle aux gens que selon, je pense, les Nations Unies, 800 personnes ont été exécutées en Iran en 2023. On serait rendu à plus de 400 cette année, sauf erreur. Mais ça donne une image là, du grand mouvement démocratique du guide suprême iranien. Merci pour ces informations. Agnès Ziaye de la chaire Raoul Dandurand, Université du Québec à Montréal. Un gros merci à vous. Merci à vous.